Chier les bulles production. Salut les bobeurs et bienvenue dans cette vidéo spéciale diagnostic panne de la motopilette. Ouais, elle est en panne, elle a mangé trop de salade. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui se goupille, pourquoi que ça veut pas bien aller. Allez, on y va. Fire! Alors je vais vous raconter l'histoire de ce qui s'est passé avec cette motobilette. Alors cette bécane, c'est la bécane de mon pote, enfin du moins de son gamin, hein, qui roule avec. Et ça fait à peu près un petit peu moins d'un an qu'il a la bécane. Le truc c'est qu'au début, il avait un cylindre Ersal, donc avec le carbu 15, le gicleur 268 d'origine sur le gicleur qui va bien, et sa pétrolette, elle roulait à peu près bien. Enfin ça c'est ce qu'il m'a dit. Ça roulait pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, il a serré le moulin. Donc le cylindre piston serré. Donc là, il a été directement chez le concessionnaire. Je ne dirai pas le nom parce que vous allez voir qu'il est plus con que cessionnaire, ce mec. Donc il lui a revendu un cylindre piston. Il lui a vendu un kit Athena. C'est pas ça le souci. Le truc, c'est qu'il tournait avec de l'ulipone et à 2%. Et il lui a dit non, pour protéger ton cylindre piston, mon copain, faut mettre le double. Faut mettre 4%. Alors là déjà c'est une première connerie. Sur le bidon Ippon, c'est bien marqué 2% d'huile. Vous mettez ce qui est indiqué sur le machin, le truc d'huile. On met jamais d'huile en fonction de la machine, mais en fonction du gars qui fabrique l'huile, ce qui vous dit comme pourcentage. Si c'est marqué 2%, mettez 2%, vous mettez pas 4%. Là il lui a dit qu'il faut mettre 4% pour protéger le moteur. C'est une pure connerie parce que déjà l'huile Ippon a la tendance à encrasser le moteur. Mais si vous doublez les dosages, là vous allez faire un carnage. Et on va me dire, ouais mais c'est parce qu'au début il était en rodage. Ouais non. Les rodages de maintenant, surtout sur un kit, c'est plus comme c'était avant. Enfin un kit, vous imaginez, le mec il fait une course de mobilette, il doit changer son cylindre piston. Attendez les gars, hop, on va faire du rodage et tout. Non, arrêtez les conneries. Là c'est prévu pour, de toute façon les rodages j'en ai déjà parlé. Je pourrais refaire une vidéo là-dessus parce que celle que j'avais fait elle est plus forcément bonne, hein. C'était bon sur les anciens cylindres. Mais maintenant le rodage il est vite fait. Et plus vous allez mettre d'huile, plus c'est stupide quoi. Déjà premièrement parce que c'est pas ça qui va faire que ça va aller mieux, que vous allez moins abîmer. Le rodage il faut bien que ça se fasse, la friction entre les pièces. Donc vous gardez le pourcentage qu'il faut. Et ensuite votre pétrolette elle roule avec de l'essence, pas avec de l'huile. Plus vous allez mettre d'huile et moins bien ça va tourner. Donc ça c'est une première connerie. Donc normalement elle aurait dû rester à ces 2%. Surtout qu'il s'est aperçu qu'au niveau de sa pipe, il y avait un problème, hein, le problème qu'on a souvent sur les pipes, hein, qui sont le plan de joint qui est plus vraiment droit. Donc il soupçonne d'avoir une prise d'air qui est là. Il est prévoyant, il change les joints spi, le joint d'embase, enfin il a changé tous les joints sur sa bécane. Il remonte ça, le tout. Et il démarre sa pétrolette, et là il s'aperçoit que la pétrolette c'est une catastrophe, et elle pète, mais vraiment elle tourne pas du tout. Donc il retourne chez son con de cessionnaire, qui lui dit « Ah bah ça c'est parce que t'envoies pas assez d'essence, donc faut mettre un gicleur de 74. » Encore une pure connerie de ce mec, tu vois. Pourquoi mettre un gicleur plus gros? Alors avant il avait un cylindre Ersal, certes c'était pas un cylindre, un kit, mais bon, là on passe sur un kit, il n'y avait pas besoin de monter de 6 points, parce que déjà, sur un cylindre d'origine, comme il a sa configuration, un gicleur de 68, c'était déjà trop gros. Moi, sur cette config-là, je conseille 62, 63, hein, avec un cylindre d'origine, un cylindre Ersal. Là, sur un kit, vous êtes sur un gicleur de 68, normalement, ça tourne pile poil. De toute façon, je vous ai fait, pareil, un tuto sur le réglage, hein, pour voir exactement quel gicleur il faut mettre, mais pour moi le 74 c'est trop gros, c'est une pure connerie. Toujours est-il qu'il change le gicleur, il passe sur un gicleur de 74 et il démarre sa bécane et il s'aperçoit que finalement ça tourne toujours pas mieux non plus. Ça il fallait s'en douter. Donc il démonte le moteur, enfin pas le moteur, il démonte la pipe et il s'aperçoit, une vidéo que j'avais fait aussi, hein, j'en ai fait beaucoup des vidéos quand même pour vous dépanner sur les pétrolettes. Et il s'aperçoit que les joints de clapet, ils empêchent les clapets de s'ouvrir et de se fermer à fond. Ce qui fait que sa pétrolette, elle va pas bien. Donc il a regardé la vidéo, il découpe le joint de clapet comme il faut. Le clapet fonctionne bien, il le remonte. Et là, la bécane, elle tourne à peu près correctement.
Seulement, elle n'a pas tourné longtemps parce qu'il éteint le moteur, il rallume et là, il n'y a plus rien qui veut s'allumer, mon copain. Il a poussé la motobilette, elle n'a jamais voulu démarrer, il me l'a ramené, il a poussé la motobilette, elle n'a pas non plus voulu démarrer ici. Je vous le ferai pas en vidéo parce que personnellement, sur les pédales, pour moi, ça va aller. Quand il s'agit de courir à essayer de pousser une bécane pendant des kilomètres, je suis désolé, ça me déglingue. Et voilà, je fais des vidéos par plaisir et pas pour me déglinguer, mais je peux te dire que elle démarre pas le carron. Et juste pour revenir sur l'huile avant de commencer à démonter, l'huile Hippon, tu vois, c'est marqué ici là. Tu vois, 1 pour 50, ça fait 2%. Donc ça, c'est le mec qui fabrique. S'il dit ce pourcentage-là, pourquoi mettre un autre pourcentage? Enfin, les mecs, le mec est concessionnaire, ça y est, il est ingénieur, tu vois. Et il pense qu'il faut changer ça. Non, c'est faux. Vous suivez ce qui est bien marqué sur le bidon. Si sur le bidon, vous marque 6%, vous mettez 6%. Si on vous marque 2%, vous mettez 2%. Point à la ligne. Et une chose sur l'huile Hippon, je tiens à le dire, c'est loin d'être la meilleure des huiles. C'est pas parce que vous la voyez sur quasiment toutes les courses d'enduro, les machins, que c'est les meilleurs. Sachez que l'huile Hippon, lui, ne fabrique pas d'huile. Non. Sa base, c'est comme des cigarettes électroniques. La base, c'est fabriqué par Motul. Et cette base-là, elle est super bonne. J'ai rien à dire là-dessus, parce que l'huile Motul, j'ai fait le Tour de France avec, et j'ai fait 0 problème au niveau calaminage. Mon piston était nickel chrome. J'avais fait des tests, tout ça c'est en vidéo. Mais bon, avec l'huile Hippon, ton piston, au bout de 1000 km, il est tout noir. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Hippon, quand ils reçoivent la base de Motul, ils rajoutent leur additif à eux. Tu vois, la petite couleur, la petite senteur fraise, les machins. Et c'est ces additifs qui font que ton moteur, il s'encrasse très rapidement. Donc si tu dois choisir entre de la huile Hippon et de la Motul 800, honnêtement les gars, les yeux fermés, prenez la Motul 800, vous verrez, ça encrasse 10 fois moins votre moulin. Bon, mais c'est pas ça le problème, parce que c'est pas avec les 3 peu de kilomètres qu'il a fait qu'il a tout dégueulassé. Donc on va retourner la bécane et je vais te montrer où c'est qu'il y a la mouche dans le kebab, je perds. Viens venir. On va tourner le moteur à la main et tu vas t'apercevoir qu'il y a une compression de malade. Ou pas. Tu vois, pour un cylindre piston qui est tout neuf, je te laisse écouter. Bon, on sent qu'il y a une petite résistance, mais vraiment, ça on dirait un piston qui a roulé pendant 5000 km. Donc petit rappel, hein, si t'as pas de compression, ton moteur il aspire pas. S'il aspire pas, il aspire pas l'essence et le mélange avec l'air. Donc si tu y envoies pas d'essence avec de l'air, t'as beau y mettre une étincelle, ça va pas péter. Mais on va commencer le dépannage comme on doit faire, comme je vous l'ai toujours montré sur les vidéos maintes et maintes fois. Mais des fois on se demande voilà, si ça sert à quelque chose, que j'ai passé des heures à vous le montrer. Donc on va recommencer et on va regarder si ça s'allume pas parce qu'il y a un problème d'essence qui arrive, ou si c'est parce qu'il n'y a pas d'étincelle. C'est bien beau d'envoyer de l'essence dans le moteur, mais si tu n'envoies pas d'étincelle, ça marche pas. Et c'est bien beau d'avoir une étincelle, mais si tu n'envoies pas d'essence, ça marche pas non plus. Donc c'était calé la mouche dans le kebab. La mouche. Où c'est calé? Ah, elle est là. Mais où? Mais dites-moi donc, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel pour pouvoir tester notre allumage, les copains? Eh ben, on va se servir du machin que j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, hein, du machin à 4 balles de chez AliExpress. Quoique AliExpress, depuis qu'ils ont mis la TVA dedans, je te raconte pas comment qu'ils se touchent. Je sais pas si vous avez vu le truc, hein, c'est pour revenir là-dessus. Mais je trouve qu'ils ont augmenté légèrement les prix, plus que beaucoup, que 20% du montant de la TVA. Bon, enfin, donc c'était le petit appareil. On va se servir de ce petit truc à la con, tu verras. Je vais te montrer comment que ça sert. Et il faudra aussi une clé à bougie. Clé à bougie, clé à bougie, clé à bougie, clé à bougie, clé à bougie. Alors t'enlèves l'antiparasite. Tu prends ta clé à bougie. Tu desserres la bougie. Oh, pas l'air bien vieille, grand-mère. Par contre, elle pue l'essence quelque chose de pépère, tu vois, donc il y a quand même de l'essence qui arrive dans le moteur. Tu prends ton testeur à la Walligen de chez AliExpress, l'embout, tu viens le claquer dans l'antiparasite. D'ailleurs, l'antiparasite, il sert pas terrible. Pour pas dire pas du tout. On va tester sur la bougie.
Mais ouais, regarde, ma copain. Ça tient quasiment pas. On va retirer le joint parce que lui, il fait retenir un peu. Mais ouais, ça tient sur que dalle. Je voudrais pas dire, hein, mais normalement, ça sent pique en force, hein. Tu vois le truc? Puis ça tient, quoi. On va pas le changer tout de suite. On va le mettre de côté. On va essayer avec son antiparasite à ce qu'il a essayé pour faire démarrer sa bécane. Donc, on va mettre notre machin chinois. Tu vois, comme je t'ai montré tout à l'heure. Ça tient vraiment pas. C'est bizarre. On s'arrangera. L'autre bout, tu viens le foutre ici, sur ta bougie. Là, comme ça. Et après, on va se servir de ce petit appareil-là. Voilà. Il n'y a rien qui tient. Ça, pour pouvoir venir le claquer dans les ailettes ici du cylindre. Ça, c'est pour faire un bon contact. Normalement, tu n'es pas obligé de ça. Tu peux le mettre comme ça, le faire tenir. Mais ça, ça te permet de garder tes mains libres. Et maintenant, on va faire tourner le moteur, hein, histoire de dire d'enclencher tout le bordel. Et on va voir s'il y a une étincelle qui arrive directement à l'électrode de la bougie. Mais ça, je vais pas le faire tourner à la main parce qu'il faut aller assez vite. On va envoyer la sauce avec la clé choc. Puis il faudra regarder si ici à l'électrode, on a une étincelle. Allez, t'es prêt? Accrochette marronne. Allez, on y va. Ah, on en a. Mais c'est pas flagrant. Par contre, regarde dans le noir. Il y a une couille. Ah mais il y a ça qui fait chier. Attends, je vais l'enlever. Voilà. Regarde bien dans le noir. Merde, je vois plus où c'est que j'ai mis le trou. Allez, t'es prêt? Ah merde, ça allume la lumière. Je vais éteindre le phare. Je vais mettre le truc autrement. On voit qu'on a une étincelle à la bougie, hein, en haut à gauche. Mais on voit aussi une étincelle en bas à droite. Là. La voilà. Alors ça c'est mon appareillage ici, hein, le testeur. Mais tu vas voir que ça amorce avec l'antiparasite qui est juste là. Tu vas voir qu'ici là t'as une étincelle. T'es prêt? C'est net, hein, enfin on va aller moins vite, mais regarde les grosses étincelles qu'on a. On voit bien qu'il y a une couille là, hein. Et l'amorce qu'on a, c'est d'ici à ici. Alors on va regarder. Il doit être fissuré son truc là. Bon, on va pas se prendre la tête pendant 15 jours. Hein. De toute façon, on a bien vu que l'étincelle au niveau de la bougie, elle était pas franche. Il y a des étincelles qui amorcent. Donc on va changer son antiparasite. De toute façon, il tient plus la bougie. Donc le truc, ça marche pas bien. Surtout que le moteur là, il tourne pas, donc il vibre pas. Mais si vous avez un truc comme ça avec les vibrations... Enfin voilà, l'antiparasite il va perloquer, ça fait contact, ça fait plus contact, faut pas t'étonner que ton moteur il va sur croix-patte. Hein. Allez. Et puis il n'a pas fallu longtemps pour le changer. Ça c'est fait. On va remettre l'antiparasite dedans. Sur mon testeur. Qui est déjà beaucoup plus dur à enclencher. On va le remettre au même endroit. Et on va retourner. Là, l'étincelle était plus franche. Mais bon, on était passé aussi par notre testeur d'allumage. Donc lui, il nous a prouvé que l'allumage fonctionnait. Maintenant, on va mettre la bougie directement sur l'antiparasite. Bougie qui devrait être plus compliquée, voilà, à rentrer dedans. Et maintenant, on va refaire le test. Ah! Tu la vois l'étincelle, copain? Ah bah le boulon s'est dévissé. Là, c'est net, on a déjà une meilleure étincelle. Après, on n'aura pas non plus une plus grosse étincelle parce qu'on est sur une bougie BR9HS. Donc 1,19, c'est plus froid, donc automatiquement, on aura une étincelle qui sera plus fine que si vous étiez parti sur du 7. Ça, c'est fait. Mais bon, on va pas s'arrêter là, tu vois, on pourrait retester la bécane. On a vu quand même qu'au niveau de la compression, on n'était pas au top. Donc le mieux, je pense, ça va être d'ouvrir le moteur. De toute façon, même si c'était pas obligé, on va l'ouvrir quand même. J'avais envie, ça fait longtemps que je m'en étais pas fait. Bon, on va démonter le moteur, mais là je suis en train de péter une barre. J'avais posé la bougie comme ça juste à côté du moteur. Je la repousse un petit peu pour pas qu'elle gêne. Ravise-me ça, je perds. Je crois qu'il y a une mouche dans le kebab aussi. La bougie. Je crois qu'il s'est aperçu qu'il y a un problème avec son antiparasite. Alors il avait dévissé la biloute et puis l'a mis de l'autre côté. Tu vois, pour que ça prenne un peu mieux. Ah, il arrache du slip le copain. Je te raconte pas. Bon, on fera ça après. Pour l'instant, on n'est pas là. On va démonter le moteur.
Et on va déjà s'occuper de l'électricité du machin. Alors là, il m'a fait un mont avec du Chatterton. Bon, on va regarder, à mon avis, c'est pour protéger. Hein, mais mettez pas de Chatterton pour protéger, parce que le bar, il se fout dedans. Surtout quand tu regardes bien, c'est pas protégé à fond. Hein. C'est vraiment de la poudre aux yeux. Alors, on va enlever tout ça un brin, là, comme ça, on pourra accéder directement à la connexion. Ça ira mieux pour la retirer. Bon, voilà, ça, c'est fait. Les contacts sont propres sur la fiche mâle. On voit moins bien, mais on s'aperçoit quand même que la couleur du laiton, elle est plus que nickel sur la prise femelle. Pareil pour celle-ci, et celle-ci aussi. On va desserrer l'écrou de l'allumage. Alors, normalement, on le fait pas à la main, mais comme j'ai resserré la main tout à l'heure, on va pas t'étouffer, il va falloir la clé. Donc, on a le choix entre le bloc piston et puis la clé à sangle. Moi, je préfère la clé à sangle, en sachant que là, le capteur, il risque de nous emmerder un petit peu. Mais bon, je l'ai serré à la main tout à l'heure, donc ça devrait se desserrer facilement. Donc je n'ai pas besoin de mettre la clé à sangle sur tout niveau. Voilà. Vraiment, là, on est bien. Voilà. Tu dévisses. Un petit coup de WD-40 ici dans le trou directement avant d'y mettre l'arrache volant. Hein, ça, lubrifiant, il en faut. Ça marche toujours mieux. Enfin, je sais pas si ta femme elle en a parlé. Mais voilà, tu visses le bordel. Donc vissez-le le plus possible hein, sur votre allumage. Sinon vous risquez d'arracher le filetage de la cloche. Et là après tu es dans la merde. Tu resserres. Il te faut deux clés, une pour tenir le bordel et l'autre pour venir tourner directement. Et voilà. Ça c'est pareil, ça t'évite de mettre un bloc piston. La cloche, elle est démontée. Alors c'est bien ce que je te disais, hein, c'est l'allumage d'Inme 2, hein, celui des nouvelles 103 Vogue, enfin les derniers modèles sortis, c'est une pure saloperie ce truc là. On va dévisser les deux vis qui sont ici, ça nous permettra de pouvoir démonter directement les bobines et d'accéder aux vis de la platine. Et quand c'est fait, ben, il ne te restera plus qu'à dégager la platine d'allumage. Ça c'est fait. On va s'occuper maintenant du carbu. Alors, normalement, c'est une vis plate. Là, comme tu peux voir, c'est du BTA, elle a dû changer. Mais enfin, on dévisse ça et on dégage le carbu. Maintenant, on va dégager la tige pour la pédale de lanceur. Hein. On va pas se prendre la tête, on va l'enlever d'ici. Hein. Donc, c'est un écrou de vis. Et on va le remettre, ça évitera de paumer l'écrou. Voilà. De ce côté-là, il ne reste pas grand-chose à faire, à part retirer le ressort du pot Doppler qui est ici. On va se servir d'un tire-ressort, en fin de compte, juste un bout de câble que tu auras récupéré. Te fais passer le bordel ici. Avec ta pied, tu tires sur le pot, tu vois, pour détendre le plus possible le ressort. Et là, ça vient tout seul. On va déconnecter le câble de décompresseur. Alors, lui, il en a marre de la vie. Hein. Je crois qu'il va falloir lui changer son câble. Tu vois, ça fait balayer ta chiotte. Et quand c'est comme ça, hein, si vous voulez pas de mauvaise surprise et chercher pendant des heures, vous remettez toujours les embouts directement sur les câbles. Les vis là où elles étaient, même si tu serres pas à fond, au moins tu es sûr de pas le paumer. On va dégager la courroie. Alors par contre ce ressort de machin là, putain, il nous l'a serré comme un goré. On fait comme ça, visser. Et voilà, on retire. Là, trop tendu le ressort. Enfin ça c'est mon avis perso. On va dévisser le vario. Alors j'ai fait le con, hein, j'aurais dû le dévisser avant de retirer la cloche d'allumage, mais bon, j'ai refoutu vite fait la cloche d'allumage. Comme ça, je peux me servir de ma clé à sangle. Toi, il y a la clé à sangle et puis il n'y a rien. Hein, c'est juste la cloche d'allumage qui a été posée avec la clavette, ça tient bien. Et maintenant, normalement, on peut retirer l'embrayage complet. On va regarder de plus près, hein, mais un truc qui me paraît pas normal. Hein. Regarde, déjà, j'essaye d'enlever la rondelle, mais on va la laisser. Tu verras mieux avec. T'as vu comment ça berloque ? J'ai posé le caméscope hein, sur le pied pour qu'on voit mieux. Regarde le jeu qu'il y a là-dedans. Ça sent la prise d'air. Enfin là, on voit que ça bouge. Mais si ça bouge, c'est que le roulement, il y a un coup dans l'aile. Enfin, certainement. Mais si ça bouge, eh ben, au niveau du joint spi, lui, il reste fixe. Tu vois, ça bouge à l'intérieur. Donc tu fusilles le joint spi et là, tu crées une prise d'air. Et c'est peut-être pour ça qu'il a trouvé que ça tournait bien avec son gicleur de 74. Comme il y a de l'air qui rentre, eh ben, tu gaves comme un gros bourrin d'essence, t'en mets beaucoup plus que ce qu'il devrait, et tu arrives à faire un truc grosso merdo, une potion magique qui est à peu près correcte, et ça fait tourner ton moteur à peu près correctement. Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. On va regarder, je m'avance peut-être, mais on va retirer la rondelle déjà. La rondelle là, elle est quand même bien bloquée dedans. C'est bien bloqué, hein. 40. Putain de saloperie. On va essayer avec une pince, ça ira peut-être mieux. Ah, c'est bon, allez. Alors, qui dit le bordel? Ah ouais, ça va pas bien. Tu vois que ça berloque, hein, ma tante Charlotte.
Mais bon, hein, je m'avance peut-être, hein, mais un ressort moteur de poussée qui est trop tendu, plus la pédale de lancer, le gros gorille qui appuie comme un gros maboule, avec le vario, lui, moteur qui tourne et qui s'élance et qui veut s'ouvrir, bah ça fait beaucoup de force qui s'oppose, et à un moment, bah faut bien que ça se rencontre quelque part, et ça se rencontre où? Dans l'axe du variateur de l'embrayage, donc dans le roulement qui est là. C'est peut-être ça qui a bousillé le bordel. En fin de compte là, il va pas bien. Mais bon, ça on fera les tests d'étanchéité moteur après pour savoir si je vois un spil à morfler. Mais on n'a pas besoin de sortir de mode sub pour savoir que ça risque de sointer. Bon alors on continue le démontage mon père. Et on va retirer les ressorts, enfin on va y aller un par un. Donc on sert de l'outil. Là on va se servir du deuxième outil. Donc la chaussette magique qui va être cradingue. Mais là on pousse pas le pot, on le retire vers soi. Voilà, on en dégage une. Et on fait le même avec le deuxième, enfin je dis une, c'est un, vu que c'est un ressort. Et voilà, c'est dégagé mon copain. On le fait tomber, voilà, il tombe tout seul. Et le joint de pot, on dirait bien qu'il a morflé aussi. Ouais, il a pris un coup dans l'aile. Bon, il ne restera plus que le ressort à enlever, hein, mais avant je vais te montrer un truc, hein, parce que pour savoir s'il va y avoir une fuite ou pas, on va faire un test d'étanchéité directement au moteur. Enfin, tu te rappelles, j'ai déjà fait encore une vidéo là-dessus. Mais je vais te le refaire revoir au cas que tu n'aurais pas vu la vidéo. Mais clairement, c'est sûr, ça va fuir, mais quelque chose de pépère. En tout cas, je vais te montrer un truc. Bon, on accuse ce joint SPI de fuir. Mais quand tu regardes, ouais, quoi, eh ben, tu vois des traînées d'essence. Peut-être pas assez de lumière pour le voir. Facile, on la voit bien, la traînée d'essence. Puis regarde, il y a la goutte d'huile qui reste. Ça, c'est comme celle du calbut, tu vois. C'est que ça n'a pas été bien secoué. Mais après, il y a toujours un ingénieur qui regarde la vidéo, qui va t'apprendre la vie, puis qui va te dire « Ouais, mais ça peut venir du carbu, la fuite. » Non, sa mère, regarde, on va prendre l'embrayage. Le truc qui est juste devant le joint SPI. Et quand on voit derrière, regarde la cloche. Bon, on voit des splafs, un peu comme la machine à peindre quand on était gamin. Tu te rappelles la machine qui tournait puis que tu mettais de la peinture? Regarde, tu vois. C'est clairement que ça fuit énormément et en tournant, bah, ça s'est fait propulser de partout. Mais de partout. Voilà. Pas besoin de sortir de mode sup. Donc il y en a, ils vont nous dire, attends, si tu veux savoir l'étanchéité du moteur, il faut sortir le machin qui vaut 200 balles, tu le mets sous pression, puis tu vois si ça fuit, ouais. On va voir, je vous ai montré qu'on pouvait faire le truc avec de l'essence à l'intérieur. Enfin maintenant, quand tu vois le prix que ça vaut le litre d'essence, tu te demandes s'il vaut même pas acheter le machin à 200 balles. Mais même là, clairement, sans faire test d'étanchéité, je vais vous le faire pour vous montrer que bah vraiment ça fuit, puis comment on fait. Mais là, c'est clair et net, quoi. Je vois ce pilote, il fuit sa mère. On va enlever le ressort de poussée, hein. Là, il tient sur rien. Voilà, son système à la con. Bon, on va dégager son clips, là, à la con. Ça, c'est vraiment du MacGyver. Je me rappelle pas que c'était comme ça sur le modèle 9. Voilà. Après, t'enlèves sa rondelle et maintenant tu peux dégager le bordel. Et maintenant, on dévisse la vis du support moteur, enfin du moins l'axe du moteur. On pourra le retirer. Hein. On va le sortir. Et quand c'est fait, eh ben, on descend le moulin. Pourvu, nous a mis une masse à la con. Ah, j'avais pas fait gaffe, il nous a claqué un rajout, garde un fil électrique, c'est une masse. Enfin, ça, c'est pas une mauvaise chose. Bon, on va dévisser là directement. Et voilà. Bon, j'ai retiré le moulin, je l'ai foutu dans un étau, c'est un peu mieux pour bricoler, ça évite qu'il voyage partout. On va dégager le bras du support moteur. Alors ça, c'est pas la vis homologuée PTT, hein, je me rappelle pas, c'était une vis BTR. On la dévisse à fond. Voilà. On dégage le bras. Bon, on est un peu bloqué là avec la pipe qui gêne ici et on peut pas trop s'incliner avec la patte de sa pédale de lanceur. Donc on va dégager la pipe tout de suite, ça sera plus simple. Avec la visseuse, ça va quand même nettement plus vite. On dégage la pipe et maintenant on peut dégager le bras. Bon, là on a le clapet, mais quand on regarde la pipe qui est neuve, ben, on va s'apercevoir encore d'une couille dans le pâté. Et c'est pas compliqué. Hein. Suffit de zoomer sur le joint. Et regarde, on va voir tout de suite qu'il y a un problème. Regarde ici mon copain. Bah là, il y a du jour. Et là, ça pareil, il y a du jour. Et ça va où? Bah ça passe à travers, fuc. Et ça va finir par sortir ici directement. Alors c'est pas un trou gros comme une vache, hein, c'est clair. Ça ne fait pas une grosse fuite, c'est une petite fuite.
Mais il y en a assez pour t'emmerder, hein. De toute façon, c'est pas normal qu'il devait rouler avec un J-Card 74 pour avoir un truc qui tourne à peu près bien. Donc déjà là, tu vois, c'est clair, ça va pas. Et au niveau du clapet, on va regarder, on retourne. Alors là, on voit le joint directement qui a été découpé, parce qu'il touchait la lamelle. Mais il a été coupé bien. Là, le clapet peut se refermer comme il faut. Bon, maintenant, on va démonter la culasse. On va voir ce qui se passe au niveau du cylindre. Et la culasse, elle a l'air propre, hein, ça a l'air d'aller. Bon, à part au niveau du plan de joint, t'as bouffé du joint, mais ça, un petit surfaçage directement sur le marbre, ça ira tout seul. Le joint, ça, alors, c'est bien quand vous êtes sur un système liquide. Je vous le dis, pourquoi? Parce qu'il est renforcé avec la partie métallique que tu as ici. Le problème, c'est qu'il est beaucoup plus épais qu'un normal. Donc quand tu es en air, évite ça, mets les normaux. Quand tu es en liquide, mets plutôt ça, parce que sinon, j'ai eu le tour sur le Tour de France, les joints normaux, ils se font bouffer. Et au niveau du piston, regarde déjà ce que je t'expliquais tout à l'heure avec la magnifique huile Ippon. Et ben regarde, le machin il est déjà tout cradingue quoi, mais cradingue de chez cradingue, c'est calciné. En sachant qu'il a jamais roulé avec. Parce que depuis qu'il a remonté le moulin, il a une prise d'air, et puis, enfin, on sait pas. Depuis qu'il a remonté le moulin, du moins le cylindre qui est neuf, cylindre piston neuf, le truc, bah, il a jamais été. Il a tourné sur 3 pattes, donc il a pas roulé avec, il a essayé plusieurs fois, je dis pas, il a démarré le moteur, mais il cherchait la panne, il a cherché, il l'a fait tourner, rate à tourner, machin bidule, mais il a pas fait des kilomètres avec, hein, c'est clair et net, t'as vu la gueule du piston. Voilà. Moi, je te l'ai dit, sur 1000 km que j'avais fait, j'avais rechangé, démonté mon moteur, le truc était noir de chez noir. Donc là, il n'y a même pas 1000 km. Ils ont pas fait les 1000 km, le bordel, il va pas bien. Enfin, voilà, l'huile Ippon, franchement, elle dégueulasse ton moteur, sa mère. La Motul 800, les gars, Motul 800. J'ai déjà dit 25 millions de fois. Motul 800. Le piston, il nous l'a mis à l'endroit, hein, parce que là, tu vois, tu as une flèche. Alors, heureusement qu'il n'y a pas trop de brin dessus, sinon on l'aurait pu vu. Et la flèche, elle indique quoi? Le côté échappement. Donc là, on est bon. Et maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il n'y avait pas du tout de compression. Alors après, on comprendra ou on comprendra pas. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. On va retirer ça. Alors, on est sur du cylindre Athena, comme il nous l'a dit, un kit 50. Mais alors là, on est ouvert au niveau des transferts, autant que le T6 de chez Airsol. Peut-être même un petit peu plus. Et regarde les rapports à l'intérieur. Enfin, voilà quoi. C'est quand même pas mal comme cylindre, hein, il y a de la gueule. Par contre, on va vérifier vite fait un truc. Tu vois, avec son joint, là, tu vois quand même qu'il y a une mouche dans le kebab. Regarde l'arrière. Bon, bah, tu vois bien que le joint, ben, il obstrue carrément les deux transferts qui sont là. Mais carrément de chez carrément. Alors là, la différence, c'est quand même énorme. Ici, sur le transfert, sur le côté, bon, là, ça peut aller. Autant là que là, bon là ça bouffe un peu mais c'est pas grave, et il s'est déchiré, mais on va le reconstituer en face des trous, ça va mieux. Donc ouais, il a été découpé un peu large, hein. Là on n'est pas sur grand chose, là ça correspond, donc voilà, donc tu vois, ouais, bon il est peut-être un petit peu plus large de ce côté là, mais de ce côté là il est bon. Et si on fait correspondre ce joint directement sur le bas moteur, et ben on s'aperçoit ici au niveau du transfert du haut, le troisième transfert, qu'on est pile poil, hein, par rapport au carter moteur. Regarde, tu vois, c'est vraiment à ras, le joint il est à ras du carter. Donc il y a un problème, hein, parce qu'il devrait être travaillé pour pouvoir laisser passer un petit peu plus, hein, tu vois, si c'est obstrué, donc il faudrait retravailler le carter au niveau de ce transfert là. Et sur les côtés, les transferts ils ont été travaillés au niveau du carter, hein, mais tu vois qu'ils n'ont pas été travaillés assez, hein. Et quand on met le joint complet, et ben ça donne ça, donc on voit quand même que si on veut, on pourrait retravailler les transferts sans problème. Mais on va rencontrer un autre problème, hein, parce qu'on voit qu'il a travaillé les transferts, mais c'est des transferts sur les carters qui sont creux. Hein, on voit pas bien avec cette prise. Voici, tourner comme ça. Mais regarde, il était trop loin là mon copain. Et on va enlever directement le piston. On y verra plus clair, hein, du moins pour savoir, essayer de comprendre pourquoi il n'y avait pas de compression. Alors voilà, le piston est chelou. Il y a quand même pas mal de traces de rayures. Regarde. Puis c'est pas de l'huile, hein. C'est pas profond, hein, non plus. Faut pas pousser mémé dans les orties. Mais t'as des rayures de partout. Alors là, on est quand même un peu plus profond. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde là. On se demande si ce segment il serait pas parti en miettes et qu'il serait passé un peu partout. Tout le tour, sa mère. Puis là, regarde bien. Incrusté dedans, là.
C'est chelou. On va y remettre la cage à aiguille directement sur le piston, enfin du moins sur l'axe de piston, pour pas le paumer. Je remets les circlips en même temps, comme ça on est sûr de pas les paumer. Mais quand tu regardes bien au niveau du segment, t'as te demandé si c'est le bon segment, si tu n'as pas perdu un morceau. Regarde, on a aplatissant à mort. Quand même un sacré jeu. On va regarder un truc. On va retirer le segment en évitant de le casser, voilà. Et on va le foutre dans le cylindre, comme ça. Et avec le piston, on va le pousser légèrement pour qu'il soit bien mis à plat. Et il est là le problème de compression. Regarde le jour qu'il y a entre les deux pointes du segment. C'est énorme, mais énorme de chez énorme. J'ai même pas la cale adéquate dans mon jeu de cale. Regarde, c'est plus épais qu'une rondelle. Puis la plus grosse des rondelles. Hein. Alors soit c'est pas le segment adéquat, hein, c'est pas possible. Soit il manque un morceau, il a été pété. Et c'est peut-être ça qui fait que y a des rayures un peu partout sur le piston, tu vois. Les petites pointes, ils ont pété et il s'est baladé dans le moteur. Ça fait désintégrer. Ça, les rayures. À mon avis, ça doit être ça. Parce que le piston, il a bien mangé sa mère. Bon, on va regarder si lui, le piston, il est adapté au cylindre. Petite technique. J'ai déjà fait en vidéo. Encore une fois. On se répète, les mecs, on se répète. Donc, tu prends ton cylindre, tu viens le foutre sur une surface à peu près plate. T'appuies le plus possible, tu vois, pour pas qu'il y ait d'air qui s'échappe en dessous, ici, de ton cylindre. Et on va mettre le piston. On va le lâcher. Et logiquement, tant qu'il n'est pas arrivé au transfert qui sont ici, tu vois, sur les côtés, eh ben, il va descendre très très vite. Une fois qu'il sera arrivé au transfert, qu'il les aura dépassés, là, avec l'étanchéité, vu que tu auras appuyé comme un gros goré sur le sol, il devrait ralentir à mort et descendre tout doucement à la fin. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a vraiment un problème d'étanchéité avec le piston et qu'il est trop large. On y va ? Ouais, c'est bon. J'ai déjà vu quand ça ralentit plus, mais là on est sur un cylindre sport. Enfin, dire sport, on va dire un kit. Donc c'est logique que ça descende plus rapidement. Et voilà, non, le problème c'est vraiment le segment. Bon, maintenant on va tester l'étanchéité de notre bas moteur. Mais enfin, si lui il est étanche, moi je suis moins de trappiste et je vends des bières tous les dimanches matin au marché. Hein, je vous le dis, ça c'est clair, c'est net et c'est précis. Tu sais, avec la soutane, je sais pas comment qu'on dit, là, le robe ou machin, là, avec la robe du curé. Les claquettes à pieds nus dedans, la totale mon pote. Va falloir que je fasse dégarnir un petit peu. Enfin, je suis pas prêt de vendre des bières de l'abbaye ou du fromage. Alors pour ça, c'est pas compliqué. Tu fous ton moteur dans l'étau, tu serres. Alors le but, hein, c'est comme on va le remplir d'essence. C'est de le mettre pas forcément bien droit, mais qu'on puisse mettre d'essence le plus haut possible, au moins jusqu'en haut ici du joint spi. Donc si tu le mets bien droit, ben ça va dégueuler par l'endroit où passe la pipe. Ben voilà, toi tu mets un truc à peu près comme ça, si tu le penches trop ça va dégueuler de là. Là on devrait être à peu près correct. On va dégager le joint. Complètement mort. Et maintenant, eh ben, on va venir y mettre de l'essence. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre jusqu'à ras-bord non plus. Hein. Le principal c'est qu'il y en ait jusqu'en haut des joints spi. Faites gaffe que ça déborde pas, parce qu'à 2 € le litre passé. Faire gaffe quand même, hein, les mecs. Et le problème, il va être vite réglé. Regarde, je viens de le mettre. Et ben, tu vois déjà que ça sointe. Il n'y a même pas eu besoin de le faire tourner, le bordel. Et voilà, c'est net. Hein. T'as une sacrée fuite dans le machin. Tu vois comment que ça coule. Bon, bah voilà. Joint spi, niqué. L'autre côté, il y est peut-être pas, mais on s'en tamponne. Vu que de toute façon, on va ouvrir le bas moteur, va falloir changer les 2 roulements et changer les 2 joints spi. Mais voilà, on a la réponse à notre question. Pourquoi le gars, il a dû mettre un gicleur de 74 alors que logiquement, mais carrément, un 68, c'était déjà limite trop gros. Donc on remercie et on applaudit notre concessionnaire qui, je l'avais dit, est plus con que cessionnaire. Parce que le mec, il est con comme une batasse. Je peux pas te dire mieux, faut vraiment être con comme une batasse. T'as le client qui vient, qui lui dit mon moteur il tourne pas bien, bah vas-y, remets des gicleurs. Vas-y, je te vends du gicleur, je te mets du 4% d'huile au lieu de 2%. Le mec, je pense qu'il est là absolument pour le business. Puis même pas parce qu'il aurait dit de changer le joint spi, enfin je sais pas. Mais comment qu'on fait pour être aussi con quand même? On a un moteur avec un gicleur de 68 qui tourne très bien. On change de cylindre, il nous faut, ça marche plus du tout, il faut un... Et on change de cylindre parce qu'il a serré. Hein. Et donc s'il a serré, c'est qu'il peut-être une prise d'air. Non, on lui fait doubler l'huile et on lui dit il faut mettre un gicleur de 74. Eh, j'ai jamais mis un gicleur au-dessus de 68 pour un cylindre d'origine, même un kit 50. Là, sur du gicleur 74, on commence à arriver sur des kits 70, tu vois le délire?
Donc voilà mon copain. Je crois qu'il va être content le gars quand on va lui annoncer tout ce qu'il doit changer sur sa machine. Écoutez, habillé. Bon bah voilà les gars, hein, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi j'ai pas le matériel, c'est pas moi qui vais l'acheter, hein, donc je vais faire mon petit papier à commission. Et il se démerde avec son bras, il me ramènera les pièces et moi je l'ai montré. Bon bah voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Devine pourquoi? Ah, pourquoi la prochaine? Pourquoi qu'on va se revoir la prochaine fois? Eh ben pour une nouvelle recette de cuisine. Bah non, pour une autre vidéo Terre Tampion. Allez, on y va. T'es prêt, Crachette Man? Ça va chier les bulles. Fire. What again? Info, cadeau, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Ouais, alors bienvenue dans cet espace abonné. Tu vois, si j'ai une sale gueule, c'est bon, c'est de naissance. Mais si elle est plus sale gueule que d'habitude, c'est parce que j'ai soit chopé la grippe ou le Covid, j'en sais rien, mais j'en tiens une couche. Enfin voilà, c'est pas pour ça que je vous dis ça, c'est tout simplement pour vous dire que malheureusement, la mobilette, on la reverra plus ici en vidéo. Pourquoi? Parce que ça a été tourné au mois de juillet, mi-juillet à peu près, et j'étais en plein préparatif du road trip avec madame. Et mon pote, lui, voulait absolument récupérer très rapidement sa bécane pour pouvoir le donner à son fils, pour qu'il puisse pouvoir partager, enfin s'amuser avec. L'été, tu vois, pendant les vacances, le truc, c'est que tu as vu, il y avait du taf. Et honnêtement, j'avais pas la possibilité de faire ça rapido. Je préférais préparer le road trip avec madame. Chose que je regrette absolument pas, parce que j'ai passé un super moment avec ma chérie. Donc voilà pourquoi on n'aura pas vu. Mais bon, t'as eu toutes les bases, t'as vu comment que c'est qu'on se dépanne. Parce que c'est ça le but du jeu de ma chaîne. C'est que vous puissiez vous démerder tout seul. Démerder avec ta brinque, quoi. Et ensuite, je voulais vous voir parce que par rapport aux vidéos sur les mobilettes, hein, parce que t'as vu qu'il y a quand même eu un laps de temps entre juillet et là maintenant fin novembre de chez fin novembre. Mais ouais, il y a quand même eu plusieurs raisons à ça. La première, c'est que j'ai fait les vidéos sur les bécanes pour vous aider à vous dépanner. Le problème, c'est que là, on arrive à plus de 600 vidéos et j'ai vu tout. Tout a été vu dans des tutos bien spécifiques pour que tu puisses te retrouver. Et c'est d'ailleurs ça un peu le problème, c'est que vous arrivez encore certains à m'envoyer des mails pour me demander comment qu'on fait. Alors que t'as juste à chercher dans les playlists, tu vois, et puis tu vas la trouver. T'as pas, en plus le titre il est bien spécifique. Comment vérifier les joints-spi, comment vérifier les comment dire, les segments, voilà quoi. C'est pour ça que dans la vidéo, j'ai pas arrêté de répéter, mais ça on l'a déjà vu, ça on l'a déjà vu, ça on l'a déjà vu. Bah malgré ça, on arrive quand même à m'envoyer des mails pour me dire bah comment qu'on fait. Bah il suffit juste de chercher mon copain. Et là je sais pas ce que j'ai foiré hein, dans mes vidéos ou dans le rangement des vidéos. Mais il doit y avoir quand même un sacré problème parce que vous êtes nombreux à me demander des vidéos qui finalement elles sautent aux yeux dans les playlists si tu vas chercher mon copain. La deuxième raison pour laquelle j'ai stoppé les vidéos sur les mobilettes, tu vois mon copain, c'est que je fais pas des vidéos pour faire des vidéos, j'ai toujours dit. Moi ce que j'aime bien c'est essayer de vous apprendre un truc, des combines, hein. Je dis pas que je suis un ingénieur, loin de là. Mais j'ai des petites astuces que je sais partager et c'est ce que j'ai fait sur la section mobilette thermique. J'ai mis thermique parce que tu vas comprendre après par la suite. Mais voilà, et au bout de 600 vidéos, je pense avoir donné toutes mes combines dans ce domaine-là. Et c'est un truc qui m'énerve, c'est de refaire 2 fois la même chose. En plus, refaire 2 fois la même chose, ça va foutre du bordel sur la chaîne. Déjà qu'il y en a, ils ont du mal à trouver les vidéos. Là, ça va être encore plus galère, tu vois. Donc, ouais, si je peux éviter de faire 2 fois la même chose, c'est cool. La troisième chose, ouais, il y en a beaucoup des choses, c'est tout simplement parce que je peux plus trop rouler en mobilette. La mobilette thermique, je suis désolé. Pour moi, c'est fini. C'est à cause des vibrations. Alors, j'ai encore vu sur la dernière vidéo de ce week-end qui dit « Ah ouais, mais c'est quoi la différence entre une mobilette électrique et une mobilette thermique? Les vibrations, c'est dans le sol. » Non, c'est pas vrai, c'est pas dans le sol, putain. Mais t'as déjà fait de la mobilette ou quoi? C'est pas possible de répondre des conneries pareilles. Il y a des mecs, je sais pas quoi. Pas tous. Mais il y en a, je me demande si vous êtes méchant, con ou méchamment con. Voilà quoi. Parce que si tu sais pas qu'il y a des vibrations sur une pétrolette, bah, excuse-moi, c'est que t'as jamais fait de pétrolette, mon copain. Parce que voilà, 6000 explosions à la minute, quand tu roules bien, quoi, tu peux monter même plus. Donc voilà, et ça, c'est pas forcément bon pour ma santé. Alors nombreux on dit oui, mais quand il fait du vélo, il décolle des bosses. Mais je le fais avec des vélos, cadres suspendus, fourches suspendues, des machins, voilà, c'est plus confortable qu'une mobilette, il y a des biclous. Moi, Engwe Engine Pro, il est aussi confortable, même plus confortable qu'une mobilette. Donc si je décolle les bosses et que je les atterris, déjà je fais pas ça pendant des journées, mais c'est que je sais que je suis grand quand même mon copain, c'est que je sais que je peux le faire. Maintenant, sans savoir de quoi tu parles,
bah il y a un moment, vous êtes vraiment, ça, on arrivait au niveau de la méchanceté, mon pote. J'aime pas en parler, parce que moi je fais des vidéos pour, voilà, c'est la patate, tu vois, mais derrière un grand sourire, il peut se cacher une grande tristesse. Mais voilà, on a chacun nos emmerdes, j'ai pas forcément envie d'en parler. Donc, si je le fais pas, c'est qu'il y a quand même peut-être une raison. Là, je suis content, parce que je vous avais promis que je reviendrais avec la mobilette électrique. Ça a été très compliqué, parce que faire une mobilette électrique, ça se passe pas comme ça chez McDonald's. Parce qu'il faut que tu puisses rouler avec. Hein, c'est comme certains qui font, je les vois déjà, ouais, on peut rouler à l'éthanol, tu mets de l'essence, tu démarres et ça roule. Mais c'est pas ça le but, c'est pas de démarrer sur 500 km. Le but c'est de faire un truc que soit fiable, que tu puisses rouler avec tous les jours, sans serrer ton cylindre piston. L'éthanol, c'est mort pour la mobilette. Et on l'a vu avec mon pote le chimiste, le mec il a 5 cylindres piston par an. Alors où tu gagnes tes sous? En plus ils l'ont augmenté, il est passé à 1 € l'éthanol, donc ça vaut carrément plus le coup. Je sais, là on va arriver sur un truc mob électrique, parce que la mob électrique, c'est bien beau de la faire, mais il faut pouvoir rouler avec. Elle est homologuée PTT. Tu vas être critère 1, c'est-à-dire que tu vas pouvoir rouler à Paris là où ça t'est interdit, parce qu'on nous interdit de plus en plus de rouler avec cette bécane. Tu vas pouvoir rouler avec. Même certains patelins, tu vas pouvoir prendre les voies de bus, parce que c'est un truc électrique, et avec ça, en scooter, tu peux prendre les voies de bus. Donc tu vois, c'est quand même un truc de malade. Alors je sais très bien que les puristes vont me le dire, oui mais t'as pas l'odeur du deux temps de l'essence, t'as pas les vibrations, les sensations que t'as sur un deux temps, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas pareil. Déjà ça a plus de patates, mais ça c'est point positif, et ça c'est point négatif d'être en mobilette électrique. Mais ce que je fais sur ma chaîne, c'est que j'essaye de trouver les solutions pour tout le monde, c'est pas forcément mes solutions à moi, même si l'électrique pour moi il est vendu. Mais voilà, j'ai fait l'éthanol, on a essayé, on n'a pas réussi. On va essayer l'électrique, et là je peux te dire qu'on va y arriver. Mais de toute façon, si tu veux pas changer ta bécane pour une bécane électrique, j'espère me tromper, mais je pense que d'ici quelques années, elle te servira uniquement dans ton salon comme porte-revue. Voilà, c'est tout, pas barre, parce qu'on va pas nous interdire de rouler avec. On a vu ce qui s'est passé là en moins d'1 an, sur le prix de l'essence, sur la pénurie d'essence, la misère. On veut te faire passer à l'électrique, même si c'est complètement stupide, parce qu'on n'a pas assez d'électricité déjà en temps normal. Alors si on doit tout recharger en électrique, ça va pas le faire, mais je suis pas là. Voilà, ça je ferai des vidéos bien spécifiques là-dessus, on va faire une playlist complète, et on verra tout, et je vous expliquerai tout, les points positifs et les points négatifs. Mais si tu veux, à mon avis, dans le futur, rouler en bécane, c'est avec une mobilette électrique. Parce que là, leur ZFE, je sais plus le nom, les zones à faible émission, voilà, c'est ça. Ils sont de plus en plus grandes, voilà. Et il y a des trucs qui sont complètement absurdes, enfin voilà. On va pas rentrer dans le détail sur la pollution, les machins et le bidule, mais à mon avis personnel, si tu veux continuer de rouler en mobilette, il y a un moment, il va falloir passer à l'électrique, quoi, tu vois, voilà. Et c'est pour ça que je suis content de faire cette playlist qui va démarrer très très prochainement. La semaine prochaine, tu auras une vidéo sur la mobilette électrique, et on va te montrer tout comment qu'on fait, hein, puis quelque chose de pépère, tu vois. Et même si tu as une mobilette que tu as restaurée en thermique, même si elle roule pas, t'as galère là, tu galères avec la NTS pour faire passer la carte grise, écoute-moi bien, ouvre bien tes oreilles. Et ben même si tu galères à faire passer ta carte grise, tu vas pouvoir, si tu le passes en électrique, avoir ta carte grise. En sachant que c'est pas irréversible et que vous pourrez revenir si vous le souhaitez en moteur thermique, il suffira juste de rajouter le moteur thermique et de repasser votre carte grise en thermique. T'as vu, c'est quand même puissance 12 ça. Et la dernière chose, c'est que j'ai arrêté les vidéos sur les mobilettes parce qu'il y a un moment, voilà, faut arrêter d'être zebé. T'es alcoolique, t'as plus le droit de boire un verre, mais tu travailles dans une brasserie. Il y a un moment, t'es tenté, et c'est jamais bon, parce que de toute façon, les bécanes, il fallait que je les teste. Donc, voilou. Maintenant, il y a peut-être une parade, parce que, voilà, aller bricoler sur des mobilettes quand t'as plus le droit de rouler en mobilette, ça devient complètement stupide. Mais il s'avère qu'avec ma mobilette électrique que j'ai eue depuis 4 jours ou 5 jours maintenant, j'ai déjà fait 50 km. Et parce qu'il pleut, hein, parce que j'aurais fait plus. Et voilà, ça va super bien, j'ai une sale gueule, c'est parce que c'est plus la grippe. Mais ça n'a rien à voir avec ça, et il n'y a aucune vibration avec cette mobilette là. En plus, elle est confortable pour une Vogue, la fourche elle va bien, les amorceaux ils vont bien. Donc ça passe nickel chrome. Et après, quand j'aurai une SPX, ça sera encore plus confortable. Mais il n'y a aucune vibration au niveau du moteur électrique. Donc je sais que ça va passer, c'est certain. Je l'ai vu avec mon Engine Pro quand j'ai fait comment dire, le road trip, et ben il n'y a eu aucun problème avec ça, donc il n'y aura aucun problème avec la mobilette. Donc maintenant que j'ai le droit de rouler en mobilette, refaire une mobilette thermique ou deux, ben, c'est pas dérangeant, mais ça sera fait autrement, parce que c'est pas évident non plus de faire des mobilettes pour les autres.
où tu dois respecter un certain agenda, je puisse le comprendre. Mais c'est pareil, c'est que tu es soumis aussi au budget. Il y a des trucs que je ferai sur ma bécane, que le mec s'il a pas les moyens, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et on va pas forcément faire ce que je veux exactement. Donc, je sais pas, on va changer. Je vais faire des trucs, mais je t'expliquerai plus tard. Mais déjà, on va passer sur la mobilette électrique et je vais me faire ma propre mobilette. En même temps, on aura une restauration de bécane. J'ai envie de me refaire une SPX. Donc, si tu as une SPX à vendre pas trop cher, tu me contactes, même si elle roule pas. Même s'il n'y a pas de carte grise, là, de toute façon, la froid, je vous montrerai comment on fait. C'est pas compliqué. Donc, voilà, les gars. Prochaine vidéo sur la mobilette électrique. D'ailleurs, t'as vu ma gueule? Ben, je te garantis, j'ai vu qu'il faisait une éclaircie. Je vais aller rouler juste après la vidéo. Voilà les copains, là je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis ben je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez!